Imaginez être forcé de vivre comme une servante dans votre propre maison, humilié et poussé à bout. Mais que se passerait-il si la maison même qui vous a piégé devenait votre plus grande victoire? Le rebondissement choquant de cette histoire vous laissera sans voix. Continuez à regarder pour voir comment tout se déroule. Naldi était la fierté de Motobo. Les gens du village l'appelaient « le soleil doré », car son sourire pouvait illuminer le jour le plus sombre. Son père, le chef d'en bas, l'a élevé avec amour, respect et des rêves plus grands que le ciel. Il lui a appris les chiffres, a parlé avec sagesse et a toujours marché la tête haute. Tout le monde croyait que Naldi accomplirait un jour de grandes choses, tout comme son père. Mais tout a changé le jour où le chef d'en bas est parti dans la brousse pour ne jamais revenir. Une morsure de serpent a mis fin à sa vie, et avec elle, le monde de Naldi s'est effondré. Le village s'est rassemblé pour les funérailles, vêtu de deuil, mais tout le monde ne pleurait pas. Makena, la seconde épouse du chef d'en bas, se tenait droite, le visage sec, les mains froides. Sa fille, Ifaya, restait près d'elle, les yeux pleins de fierté, pas de douleur. Tandis que les autres pleuraient, Makena s'est penchée et a murmuré à Ifaya, « Tout est à nous maintenant ». Sa voix était glaciale. À partir de ce moment, Makena est devenue la maîtresse de la maison, et Naldi est devenue invisible. Naldi n'avait que 12 ans, mais elle a senti le changement comme un coup de tonnerre au plus profond d'elle-même. La maison qui résonnait autrefois de rire, résonnait maintenant d'ordre. Makena a enfermé les livres de Naldi, a jeté ses vêtements et a donné ses vieilles chaussures d'école à Ifaya. Elle a déplacé Naldi dans la minuscule chambre du fond, près de l'enclos des chèvres, fini les repas chauds à table, fini les histoires le soir, fini de l'appeler « princesse », comme le faisait son père. « Si tu restes ici, tu devras mériter ta place », a sèchement lancé Makena un matin. À partir de ce jour, Naldi a frotté les sols, a puisé de l'eau, a préparé chaque repas et a lavé les vêtements de Makena et d'Ifaya. Ifaya se moquait d'elle à chaque occasion, l'appelant « la servante », portant ses anciennes robes et se pavanant comme une reine. Les villageois ont remarqué, mais n'ont rien dit. Certains secouaient la tête. D'autres chuchotaient, « Pauvre Naldi, le soleil doré s'est couché ». Mais Naldi ne pleurait pas. Elle se souvenait des paroles de son père, « La force n'est pas bruyante, elle est silencieuse comme une graine, en attente ». Alors elle a ravalé sa douleur et est restée silencieuse. Chaque nuit, après avoir terminé ses corvées, elle se faufilait sur les marches arrière et levait les yeux vers les étoiles. Elle leur murmurait, leur demandant si elle se souvenait d'elle, si elle croyait encore qu'elle était destinée à plus. Makena pensait avoir gagné, elle pensait avoir effacé Naldi de l'histoire. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était ceci, un feu couvait dans le cœur de Naldi, silencieux, patient, en attente. Le soleil doré n'avait pas disparu, il se levait simplement ailleurs. La demeure qui ressemblait autrefois à un rêve ressemblait maintenant à un piège. Dès que le chef d'en bas fut enterré, Makena ne perdit pas de temps. Elle se tenait au centre de la grande maison, tenant les clés comme une reine, sa voix vive et froide. À partir de maintenant, cette maison fonctionne à ma façon, dit-elle. Son premier acte, transformer Naldi en servante. La chambre de Naldi, celle avec les doux rideaux bleus et la chaise en bois sculptée de son père, fut vidée. Makena a jeté tout ce qui lui rappelait l'amour du chef d'en bas pour Naldi. Ses livres d'école ont été jetés au feu. Naldi se tenait là, impuissante, regardant les flammes dévorer les pages où ses rêves étaient écrits. Ses vêtements ont été mis dans un sac et donnés à Ifaya, qui a souri en tournoyant dans la robe jaune préférée de Naldi, comme si elle lui avait toujours appartenu. Makena a forcé Naldi à dormir sur une fine natte dans un coin de la cuisine, à côté de la pile de bois de chauffage. « Tu as de la chance que je te nourrisse », a-t-elle lancé lorsque Naldi a demandé une couverture. Chaque matin, avant le lever du soleil, Naldi était debout, à frotter les sols, à puiser de l'eau et à préparer des repas qu'elle n'avait pas le droit de manger. Ifaya s'asseyait à la table à manger, mâchant lentement et la regardant. Parfois, elle laissait tomber de la nourriture par terre et riait. « Nettoie ça, servante », disait-elle en poussant les miettes du pied vers Naldi. Un jour, Ifaya portait le collier en or préféré de Naldi, celui que le chef d'en bas lui avait offert pour son 10e anniversaire. Elle le fit tourner entre ses doigts, puis se pencha près d'elle et murmura, « Tu n'es plus que la domestique maintenant, ne l'oublie pas ». Les mains de Naldi tremblaient, mais elle ne dit rien. Elle savait que Makena surveillait toujours, attendant une raison de la chasser. Dehors, les villageois ont remarqué le changement. Ils passaient devant la demeure et voyaient Naldi balayer les marches pieds nus, sa peau autrefois éclatante maintenant blême de poussière et de soleil.
Les chuchotements ont commencé. « N'est-ce pas la fille du chef d'en bas » murmurait-il. « Comment est-elle tombée si bas ?» Mais personne n'osait affronter Makena. Elle était puissante maintenant, et crainte. Naldi essayait de rester forte, mais chaque nuit, allongée sur le sol dur, le corps endolori et le cœur meurtri, elle se demandait si les étoiles l'avaient oubliée. Le silence dans la maison était assourdissant, rempli des ordres cruels de Makena et des ricanements d'Ifaya. La demeure avait des murs, mais pas de chaleur, pas de rire, pas d'amour. Chaque jour était un test de survie. Elle comptait les jours, les pas, les corvées. Son seul réconfort était de se souvenir des paroles de son père, résonnant dans son esprit comme une berceuse, « Peu importe ce qu'ils te prennent, ils ne peuvent pas prendre ton esprit. » Alors elle s'y est accrochée, tranquillement, profondément, parce que Makena régnait sur la maison. Mais Naldi avait encore quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir, l'espoir, et un jour, cela suffirait. Naldi ne les a jamais laissés la voir craquer. Pendant que Makena aboyait des ordres et qu'Ifaya se prélassait dans un confort volé, Naldi restait silencieuse. Elle ne se plaignait pas, elle ne discutait pas, mais elle écoutait. Chaque nuit, une fois la vaisselle lavée et les sols brillants, elle se glissait hors de la maison et se dirigeait vers la place du marché. Elle s'asseyait tranquillement derrière des caisses et des étals, se fondant dans l'ombre, là où personne ne remarquait une fille aux pieds nus dans un pagne délavé. Les commerçants s'y rassemblaient tard dans la nuit, leur voix basse mais pleine de détermination. Ils parlaient des livraisons d'huile de palme, retardées par la pluie, des acheteurs de cacao de la ville, des terres qui prenaient de la valeur près du coude de la rivière. Naldi écoutait chaque mot. Elle a appris quand les prix montaient, quand les récoltes étaient bonnes, et quelle famille achetait discrètement des propriétés. Pendant qu'Ifaya se peignait les ongles et parcourait les ragots sur sa tablette, l'esprit de Naldi s'imprégnait de leçons qu'aucune école n'enseignait. À 14 ans, Naldi comprenait le fonctionnement des marges bénéficiaires. Elle comprenait comment les intermédiaires pouvaient tromper les agriculteurs. Elle savait quel commerçant était honnête et lequel coupait son huile avec de l'eau. Elle savait même quels étalagistes empruntaient de l'argent et lesquels possédaient leurs terres. Personne ne connaissait la profondeur de ses connaissances. Elle ne l'a jamais dit à personne. C'était sa première leçon, le silence est un pouvoir. Elle a commencé à penser différemment. En frottant les sols de Makena, elle pensait aux tendances du marché. En allant chercher du bois de chauffage, elle s'imaginait posséder des terres. En cuisinant pour Ifaya, elle rêvait d'exporter un jour ses propres produits. Son corps travaillait comme une servante, mais son esprit travaillait comme une patronne. Chaque moment de souffrance était un carburant. Chaque insulte était un tremplin. Parfois, elle écrivait des notes sur des bouts de papier et les cachait dans le mur de la cuisine. Des idées. Des chiffres. Des noms. Ifaya en a trouvé un une fois et a ri. « Tu essaies d'être une femme d'affaires maintenant ? Tu devrais peut-être mieux nettoyer d'abord. » Naldi a simplement hoché la tête et est restée silencieuse. Elle n'avait pas de temps à perdre à discuter avec quelqu'un qui ne connaissait pas le feu qu'elle construisait à l'intérieur. Même lorsqu'elle était épuisée, Naldi trouvait de la force dans son rêve. Un rêve n'est non pas dans le confort, mais dans la poussière et l'obscurité. Elle se disait chaque nuit, « Tu apprends. Tu grandis. Un jour, ils ne te verront pas venir. » Pendant que Makena croyait l'avoir brisé, Naldi s'élevait lentement. Silencieusement. Clairement. Dans la même demeure où elle s'asseyait autrefois sur des coussins de velours, Naldi balayait maintenant le sol. Mais dans son esprit, elle bâtissait des empires. Chaque miette qu'elle balayait faisait place à quelque chose de plus grand. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle écoutait, apprenait et planifiait. Parce qu'elle le savait, la poussière ne reste pas éternellement poussière. Parfois, elle se transforme en or. Cela a commencé comme n'importe quel autre jour. Naldi nettoyait la chambre de Makena, balayant sous les lourdes étagères et essuyant la poussière de la commode sculptée. Ses mains bougeaient automatiquement. Fatiguée, mais stable. En déplaçant une pile de vieux objets sur l'étagère supérieure, son coude a heurté un vieux pot en argile. Il a vacillé, a basculé et est tombé. Le son de sa fracture contre le sol l'a figé. Elle est tombée à genoux, le cœur battant, prête à ramasser les morceaux avant que Makena n'entende. Mais à l'intérieur du pot cassé se trouvait quelque chose d'inattendu. Un paquet enveloppé dans une vieille peau de chèvre. Ses doigts tremblaient en le déballant. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, brunie par le temps, et un papier roulé scellé à la cire.
Son souffle s'est coupé en reconnaissant l'écriture de son père. Elle a ouvert la lettre lentement. Elle disait, à mon soleil doré, Naldi. Si tu lis ceci, alors le destin t'a mise à l'épreuve, mais tu es toujours debout. Cette terre, près des collines du sud de Motobo, est à toi. Ce n'est pas encore une richesse, mais un jour, ce sera ton royaume. Ne les laisse jamais voler ton nom. Tu es la fille de d'en bas. Élève-toi. Sa poitrine se serra. Son père ne l'avait pas oublié. Il avait laissé quelque chose derrière lui. Quelque chose de réel. Naldi a ouvert le second papier et a vu l'acte de propriété. Signé. Tamponné. Officiel. Un lopin de terre à l'extérieur du village. Intact et fertile. Son esprit s'emballa. Ce n'était pas juste du papier. C'était du pouvoir. C'était un avenir. Elle n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle a plié les documents avec soin et a regardé autour d'elle. Makena pouvait entrer à tout moment. Naldi a soulevé une lame de parquelage sous la commode et y a glissé avec précaution la lettre et l'acte. Elle a remis la lame en place et a posé un tapis par-dessus. Personne ne le trouverait. Pas maintenant. Ses mains étaient encore poussiéreuses du nettoyage, mais elle les sentait différentes maintenant. Plus fortes. Plus fermes. Elle s'est levée avec une nouvelle quiétude dans les os. Makena pouvait crier. L'insulter. Ou la forcer à frotter les sols 2 fois. Cela n'avait plus d'importance. Naldi connaissait la vérité maintenant. Elle avait un avenir qui n'appartenait pas à Makena. Pour la première fois depuis des années, Naldi a souri. Juste un petit sourire. Silencieux et privé. Elle a terminé son nettoyage sans un mot. Makena n'a pas remarqué le changement dans ses yeux. Ifaya n'a pas senti que quelque chose avait changé. Mais quelque chose avait changé. Le pouvoir avait changé de camp. Une étincelle s'était allumée dans les cendres. Cette nuit-là, Naldi était assise dans la cuisine, faisant semblant de remuer la soupe. Mais ses pensées étaient loin de la marmite. Elle pensait à la terre. Au sol. Aux possibilités. Son père avait planté une graine pour elle. Maintenant, c'était à elle de la faire grandir. Elle s'est murmuré, il pense que je ne suis rien. Mais je détiens la clé. Et il ne le savait même pas. Avant le lever du soleil, tandis que Makena et Ifaya dormaient encore, Naldi se faufilait dans la cuisine. Elle travaillait tranquillement, mélangeant de la noix de coco râpée avec une touche d'épices et de miel. Les ingrédients n'étaient pas les siens, c'étaient des restes des repas qu'elle avait cuisinés pour Makena. Mais Naldi était prudente, ne prenant juste assez pour que personne ne s'en aperçoive. Elle roulait le mélange sucré en petites boules de noix de coco, les plaçait dans de vieux emballages en papier et les attachait dans un sac en tissu. Elle quittait la maison avant que les coqs ne chantent, son visage caché sous un foulard délavé. Près des portes de l'école, où les enfants se rassemblaient et où les enseignants endormis arrivaient, elle installait son minuscule plateau. Au début, les gens passaient sans la voir. Mais une fois que quelqu'un a goûté ces boules de noix de coco, la nouvelle s'est répandue rapidement. Elles étaient sucrées, moelleuses, avec une pointe d'épices qui les rendait addictives. En une semaine, elle avait des acheteurs réguliers. Des élèves. Des enseignants. Même le gardien. Chaque jour, elle rentrait avant que Makena ne se réveille. Les pièces qu'elle gagnait cliquetaient doucement dans sa poche, jamais assez pour attirer l'attention, mais plus qu'elle n'en avait jamais eu. Elle cachait l'argent sous un carreau lâche du sol de la cuisine, juste à côté de la lettre de son père. Chaque pièce lui donnait l'impression de récupérer un petit morceau de son pouvoir. À mesure que son argent augmentait, son courage aussi. Elle a utilisé ses gains pour acheter de petites quantités de farine, de sucre et d'huile directement auprès d'une gentille vendeuse au coin du marché. La femme ne posait pas de questions. Elle souriait simplement et accordait à Naldi une petite réduction. « Tu me rappelles ma jeunesse », a-t-elle dit une fois. Des yeux vifs. Des mains rapides. Naldi a commencé à expérimenter avec d'autres encas. Des chips de bananes plantain frites. Des brioches trempées dans le miel. Des cacahuètes grillées au piment. Elle emballait tout avec soin et continuait à vendre tôt le matin. Les enfants attendaient maintenant son plateau, et les enseignants ont commencé à l'appeler « la fille aux mains d'or ». Au marché, les femmes plus âgées ont commencé à remarquer son travail acharné. Elles admiraient sa discipline,
sa façon de négocier comme une commerçante adulte et de ne jamais perdre une seconde. Elles ont commencé à lui garder de bons ingrédients, à lui offrir des conseils, à lui apprendre comment faire durer l'huile plus longtemps ou comment conserver les encas malgré la chaleur. Un jour, une femme âgée lui a posé la main sur l'épaule et a dit « Tu ne vends pas seulement de la nourriture, tu construis quelque chose. » Elles ont commencé à l'appeler « Petite Patronne ». Le nom s'est répandu rapidement, d'abord juste aux premières heures du jour. Mais bientôt, même les gens qui n'avaient pas vu son visage connaissaient la jeune fille qui vendait les meilleures boules de noix de coco de Motobo. Pourtant, à la maison, Naldi restait silencieuse. Elle nettoyait, cuisinait, obéissait et gardait la tête basse. Makena ne savait rien. Ifaya se moquait d'elle. Mais les mains de Naldi construisaient quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Chaque nuit, elle comptait ses pièces et se murmurait « Je reviens ». Et jour après jour, pièce par pièce, elle revenait. Naldi installait son petit plateau près du portail de l'école, comme chaque matin, quand un grand homme en robe sombre et lunettes de soleil s'est arrêté. Sa présence a fait s'arrêter les gens. Il n'a pas beaucoup parlé, a juste montré les boules de noix de coco. Elle les lui a tendues, et il a mis un billet neuf dans sa main, plus que le prix des encas. Elle a hoché la tête poliment, et il est parti sans un mot de plus. Le lendemain matin, il est revenu. Cette fois, il a goûté ses brioches au miel et ses chips de banane plantain. « Tu vends toujours tout ?» a-t-il demandé tranquillement. Naldi a hoché la tête. « Pourquoi ?» a-t-il ajouté. « Parce que je ne gaspille pas et que je fixe les bons prix » a-t-elle répondu calmement. Il a souri pour la première fois. « Qui t'a appris la stratégie de prix ?» Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit « La rue ». Son nom était Zubri. Les rumeurs disaient qu'il possédait la moitié des entrepôts de Motobo, mais qu'il se montrait rarement. Pourtant, pendant les semaines suivantes, il est revenu chaque matin, parfois pour acheter, parfois juste pour parler. Il l'interrogeait sur ses coûts, comment elle mesurait les bénéfices, comment elle réinvestissait. Naldi a répondu à chaque question avec clarté et confiance. Zubri était impressionné. Un matin, il lui a tendu un livre usé. « Commence par ça », a-t-il dit. C'était un guide sur la finance des petites entreprises. La semaine suivante, un autre livre a suivi, sur les chaînes d'approvisionnement, puis un sur les tactiques de négociation. En plus des livres sont venus des contacts, des vendeurs honnêtes, des avocats dignes de confiance, et même une femme qui l'a aidé à ouvrir son premier compte bancaire. Zubri ne lui a jamais donné d'argent, seulement du savoir. Son conseil le plus répété était simple mais ferme. Achète de la terre. La terre ne perd jamais de valeur. Les entreprises naissent et meurent, mais la terre reste. Naldi a écouté. Elle a commencé à économiser de manière plus agressive. Elle a réduit les emballages sophistiqués et a réutilisé les matériaux. Chaque pièce supplémentaire allait directement dans ses économies. En un an, elle avait assez pour acheter sa première minuscule parcelle à la périphérie du village, juste un lopin de terre poussiéreux sans structure. Mais c'était à elle. Elle ne s'est pas arrêtée là. À 17 ans, elle a enregistré son entreprise de snacks sous le nom de Sun and Spice Foods. Elle a embauché 2 jeunes filles du village qui avaient aussi besoin d'aide. Elle leur a appris à faire les encas, à parler aux clients, à économiser. À 18 ans, Naldi avait 4 petits stands de vente à travers Motobo, tous discrètement sous le nom de son entreprise. Son visage était rarement vu, mais ses encas étaient partout. En coulisses, elle travaillait avec les contacts de Zubri et a acheté 3 autres parcelles, une près de la route principale, une derrière le marché, et une cachée près de la rivière. Personne ne le savait. Ni Makena, ni Ifaya, ni même les villageois qui chuchotaient autrefois sur sa chute. Ils pensaient qu'elle était encore une servante. Mais Naldi était déjà une force tranquille qui montait derrière le rideau. Son entreprise grandissait, son portefeuille foncier s'étendait, et sa vision s'aiguisait. Elle ne se vantait jamais, ne criait jamais. Elle travaillait, silencieusement, intelligemment. Et la fille dont il se moquait un jour construisait discrètement un empire avec rien d'autre que des encas, l'intelligence de la rue et une détermination inarrêtable. Makena voulait prouver qu'elle détenait toujours le pouvoir. Ifaya allait avoir 19 ans, et un jeune homme riche d'un village voisin avait manifesté son intérêt. Sa famille était connue pour ses plantations de cacao et ses relations d'affaires. Makena a vu une opportunité. Elle ne voulait pas seulement un mariage. Elle voulait organiser la plus grandiose des cérémonies de fiançailles que Motobo ait jamais vue.
Elle a engagé des décorateurs, a commandé des tissus importés, a loué des chaises plaquées or et a même payé des musiciens de la ville. Mais il y avait un problème. Elle n'avait pas d'argent. Alors elle a emprunté. À des commerçants. À un usurier local. Même à la veuve dont elle s'était un jour moquée. Elle a promis de tout rembourser après le mariage, une fois que sa fille serait mariée à la richesse. Pendant des semaines, elle s'est vantée au village. Le mariage de ma fille sera le sujet de conversation du pays, disait-elle à tout le monde. Ifaya agissait comme une reine. Elle a posté des photos dans des robes empruntées, s'est pavanée avec de faux bijoux et a dit aux gens qu'elle quittait Motobo pour toujours. Je vais vivre dans un manoir, riait-elle, avec des serviteurs, pas comme certaines personnes. Mais les mensonges ne durent pas éternellement. La famille du fiancé a commencé à poser des questions. Ils ont remarqué des incohérences dans les histoires. L'un de leurs cousins a enquêté et a découvert que Makena n'avait aucune propriété à son nom, aucune entreprise, et vivait de l'argent emprunté. Pire encore, ils ont découvert que la maison qu'elle prétendait être la leur appartenait en réalité au défunt chef d'en bas, et que rien n'avait été officiellement transféré. 3 jours avant la cérémonie, la famille du fiancé s'est retirée. Ils ne voulaient pas de drame ni de tromperie dans leur lignée. Ils ont rendu les cadeaux et sont partis sans explication. Makena a été humiliée. Les vendeurs ont exigé leur paiement. Les décorateurs ont menacé de saisir les objets. L'usurier a envoyé un avertissement, paiement sous 7 jours, où il y aurait des conséquences. Makena ne pouvait pas payer. Elle a supplié des amis, mais personne ne l'a aidée. Les villageois se souvenaient de la façon dont elle les avait un jour méprisés. Maintenant, ils la regardaient supplier, chuchotant dans son dos. Ifaya a crié sur sa mère, la traitant d'inutile. Elle se disputait quotidiennement. La femme autrefois fière qui contrôlait une maison ne pouvait même plus se permettre un repas. Le coup de grâce est arrivé dans une enveloppe blanche du tribunal. Les dettes s'étaient trop accumulées. Les créanciers avaient déposé une plainte. Le tribunal a ordonné que la maison d'enfance de Naldi, soit saisie et vendue aux enchères pour couvrir les prêts de Makena. Makena s'est évanouie le jour où l'avis de vente aux enchères a été cloué sur la porte d'entrée. Ifaya l'a arrachée, sanglotant d'incrédulité. « C'est notre maison », a-t-elle crié. Mais personne n'a répondu. Le jour de la vente aux enchères est arrivé. Les foules se sont rassemblées. Certains sont venus pour enchérir. D'autres sont venus pour assister à la chute de la femme qui portait autrefois des robes de soie et insultait les villageois aux pieds nus. Makena était assise sur les marches, les yeux gonflés, les mains tremblantes. Ifaya se cachait à l'intérieur, trop honteuse pour affronter la foule. La maison a été vendue en quelques minutes. La même maison où Naldi avait un jour frotté les sols. La maison où elle dormait sur une natte à côté du poêle. Elle appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Et tout le village a regardé la puissante Makena s'effondrer. La place du village bourdonnait de bruit le matin de la vente aux enchères. Tout le monde est sorti pour voir qui achèterait la grande maison autrefois dirigée par le chef d'en bas. Certains sont venus avec l'espoir de posséder un morceau d'histoire. D'autres voulaient simplement assister à la chute de Makena, qui les avait un jour tous méprisés. Elle se tenait faiblement près du portail, ses vêtements n'étant plus vifs, ses yeux cernés. Ifaya se cachait derrière les rideaux, honteuse. Le commissaire-priseur s'est avancé, tenant une grande enveloppe brune. « Nous commençons les enchères à 500 000 Nera », a-t-il annoncé. Quelques mains se sont levées. Le prix a augmenté lentement. 600 000, 750 000, puis 1 million. La foule a murmuré. Puis soudain, une voix douce venant du fond a parlé. 2 millions. Les têtes se sont tournées, mais ils ne pouvaient pas voir qui avait parlé. La femme était vêtue d'un simple pagne, le visage couvert d'un large foulard et de lunettes noires. Les gens ont plissé les yeux, essayant de la reconnaître. Elle était assise calmement, seule, sans peur ni hésitation. Le commissaire-priseur a cligné des yeux. 2 millions. Une fois, 2 fois. Une pause. Pas d'autres offres? Silence. Il a levé son marteau et l'a abattu. Vendu. À Naldi d'Amba Holdings. L'atmosphère a changé. Des halètements ont parcouru la foule comme une tempête. Les gens chuchotaient, a-t-il dit, Naldi d'Amba? Les genoux de Makena ont cédé. Elle s'est effondrée sur le sol comme un arbre qui tombe. Sa bouche s'est ouverte,
mais aucun mot n'est sorti. Elle a fixé le sol, figé. Cela ne pouvait pas être vrai. Pas la même fille qu'elle avait qualifiée d'inutile. Pas la même fille qu'elle avait fait dormir près des cendres. Pas la même Naldi qu'elle avait volée. L'acheteuse s'est levée, a retiré son foulard juste assez pour que les anciens de la foule voient ses yeux. Familier. Fort. Fier. Un ancien a murmuré, c'est elle. C'est Naldi. Mais elle ne s'est pas approchée de la maison. Elle s'est retournée et est partie tranquillement, laissant l'acte de propriété au commissaire-priseur. Transférez-le à mon nom, a-t-elle dit calmement. Naldi d'Amba Holdings. Je reviendrai quand ce sera vide. Un voisin a aidé Makena à se relever. Ses yeux toujours grands ouverts. Ses lèvres tremblantes. Ifaya est sortie en courant en criant, qui l'a acheté? Qu'est-ce qui se passe? Makena a murmuré, Naldi. Naldi l'a acheté. Ifaya s'est figé. Les villageois, autrefois réduits au silence par la cruauté de Makena, murmuraient maintenant plus fort, le karma, disait-il. Un karma doux et silencieux. Naldi n'avait pas besoin de se venger par des paroles fortes. Elle a laissé les actes parler. Elle était revenue, non pas pour supplier, non pas pour se battre, mais pour réclamer ce qui lui appartenait. Et elle l'a fait avec calme, avec pouvoir et avec grâce. Pendant que d'autres riaient et se moquaient, elle avait travaillé en silence. Et maintenant, son nom, autrefois traîné dans la boue, était écrit en gras sur les papiers de la vente aux enchères. Naldi d'Amba, la fille qui n'avait rien, possédait maintenant la maison où elle avait un jour souffert. Et Makena, elle était assise sous l'arbre au bord de la route, fixant le vide, sa couronne brisée, sa fierté rompue. Le village n'a jamais oublié le jour où Naldi est revenu, non pas en victime, mais en propriétaire. Le lendemain matin, le village était en effervescence. La nouvelle s'est répandue rapidement. Naldi revenait dans la maison qu'elle avait un jour nettoyée, la maison qu'il avait anéantie. Mais aujourd'hui, elle n'était plus la fille qui frottait les sols en silence. Aujourd'hui, elle était la femme qui entrait avec pouvoir. Naldi a franchi la grande entrée, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine impeccable qui commandait le respect. Sa posture était différente, confiante. Les talons de ses chaussures claquaient contre le sol poli, résonnant dans les salles autrefois royales de la demeure. Derrière elle, une équipe d'avocats marchait, transportant des papiers et des mallettes. Une petite foule de journalistes locaux suivait de près, leurs appareils photo crépitants, avides de l'histoire du siècle. Ils attendaient ce moment. La fille, qui était un jour une servante, se tenait maintenant à la porte de la maison en tant que femme responsable. Makena, qui avait passé la nuit à essayer de se cacher de la réalité de sa perte, est sortie de la cuisine en titubant, le visage pâle et tiré. Elle ne s'attendait pas à ça. Ses yeux se sont écarquillés de choc en voyant Naldi, vêtue de pouvoir, entourée de professionnels, tandis que Makena n'était plus qu'une ombre de la femme qu'elle était. Elle a essayé de se ressaisir, mais sa voix tremblait. « Que fais-tu ici, servante ?» Naldi n'a pas bronché. Elle s'est approchée, ses yeux rivés sur ceux de Makena. Sans un mot, elle lui a tendu un document juridique. Le papier était neuf, officiel. Les mains de Makena ont tremblé en le dépliant. C'était un avis d'emploi, mais pas du genre auquel elle était habituée. Cette fois, l'avis portait son nom, bien que cette fois, ce ne soit pas Naldi qui travaillait pour elle. C'était Makena, qui était maintenant celle en dessous de Naldi. Naldi a parlé calmement, mais ses mots ont tranché la pièce comme une lame. Vous travaillez pour moi maintenant, mais je n'embauche pas de menteuse. Le visage de Makena s'est vidé de sa couleur. Elle a senti le poids des mots s'enfoncer profondément dans ses os. Les murs de son monde parfait s'effondraient autour d'elle, morceau par morceau. Elle a porté la main à sa gorge, comme si elle ne pouvait plus respirer. Elle a essayé de dire quelque chose, n'importe quoi, mais ses mots lui ont manqué. Puis elle s'est tournée vers Ifaya, qui regardait, les yeux écarquillés, depuis l'embrasure de la porte. Sa fille avait tout vu, l'ascension et la chute, les mensonges et la vérité. Elle était encore sous le choc, luttant pour comprendre ce qui se passait. « Fais tes valises » a dit Makena à Ifaya, sa voix se brisant. « Nous partons, maintenant. » Mais il n'y avait aucune hâte dans les pas d'Ifaya. Elle est restée figée sur place, ne sachant que faire. Tiraillée entre sa mère et la fille qui l'avait un jour servie. Naldi n'a pas eu besoin d'en dire plus. Sa présence en disait long.
Elle avait réclamé ce qui lui revenait de droit, non pas par la force, mais par une force tranquille et une détermination inébranlable. C'était son moment, et Makena le savait. La maison qui avait été sa forteresse n'était plus qu'un rappel de ses mensonges, de sa cruauté. La fierté de Makena avait disparu. La confusion d'Ifaya reflétait la sienne. Elle se tenait là, dans les décombres d'une vie bâtie sur la tromperie, tandis que Naldi se tenait droite, prête à reconstruire ce qui lui revenait de droit. La presse a capturé chaque instant, leurs appareils photo crépitants, immortalisant le moment où Makena a réalisé qu'elle n'était plus en contrôle. Naldi avait gagné, non pas par l'amertume, mais par un pouvoir silencieux. Et alors qu'elle se tournait pour partir, les portes de la demeure semblaient se refermer sur le passé, tandis qu'un nouveau chapitre commençait à se dérouler. Naldi n'a pas gardé la demeure pour elle. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose qui a stupéfié tout le monde. Elle en a fait don à un orphelinat local pour filles, un endroit où les jeunes filles qui avaient été abandonnées ou oubliées pouvaient maintenant trouver sécurité et amour. Les grandes salles qui avaient un jour résonné des cris de l'injustice étaient maintenant remplies de rire et d'espoir. La demeure qui devait être un symbole de pouvoir pour Makena est devenue un sanctuaire pour celles qui en avaient vraiment besoin. Mais Naldi ne s'est pas arrêtée là. Elle savait que l'avenir du village et l'avenir de chaque fille qui avait été traitée comme si elle était invisible dépendait de l'éducation. Elle a donc construit l'Institut Naldi. Ce n'était pas juste une école. C'était un mouvement, un endroit où les filles pouvaient apprendre la finance, la propriété et la résilience. Un endroit où on leur apprendrait non seulement à survivre, mais à prospérer. Elle voulait qu'elles comprennent leurs valeurs et le pouvoir qu'elles détenaient pour changer leur propre vie. La cérémonie d'ouverture fut une grande occasion, et alors que les premières étudiantes franchissaient les portes de l'Institut, Naldi a ressenti un sentiment de fierté. Le chef du village, qu'il avait un jour considéré comme une simple fille pauvre, se tenait devant la foule. Il s'est raclé la gorge et a commencé à parler, sa voix forte et pleine d'émotion. C'était la fille qu'ils ont essayé d'enterrer, a-t-il dit, regardant directement Naldi. Mais ils ne savaient pas qu'elle était une graine. Ils ont essayé de l'écraser, mais elle est devenue plus forte. Naldi se tenait droite, le cœur plein alors que les mots résonnaient dans la foule. Elle n'était pas seulement la fille qu'ils avaient essayé de faire taire. Elle était celle qui s'était élevée au-dessus de tout. Le soleil qui semblait s'être un jour couché sur sa vie s'était maintenant levé à nouveau, plus brillant que jamais. En regardant les jeunes filles, dont certaines venaient de l'orphelinat auquel elle avait fait don de la demeure, Naldi a ressenti un profond sentiment d'utilité. C'est pour cela qu'elle s'était embattue. Pour leur donner la chance de vivre une vie qui n'était pas déterminée par leurs circonstances. Pour leur montrer qu'elles avaient le pouvoir de façonner leur avenir, tout comme elle l'avait fait. Elle a souri, sachant qu'elle n'avait pas seulement repris sa propre vie, mais qu'elle avait aussi ouvert la voie à d'autres. Le soleil doré, un temps obscurci, brillait à nouveau de mille feux. Cette fois, ce n'était pas seulement pour elle. C'était pour chaque fille à qui on avait un jour dit qu'elle ne pouvait pas. Ce que nous venons de voir dans l'histoire de Naldi est tout simplement incroyable. D'être ensevelie sous le poids de l'injustice et de la cruauté, elle s'est élevée comme une vraie reine. Son parcours nous rappelle que, peu importe à quel point le monde peut sembler sombre, nous avons tous le pouvoir de nous relever, de changer notre histoire et de créer un avenir où nous pouvons nous tenir droit. La force, la résilience et les leçons que Naldi a apprises sont une lueur d'espoir pour quiconque a déjà été négligé, rabaissé ou maltraité. Son histoire ne parle pas seulement de vengeance. Il s'agit de récupérer ce qui vous revient de droit, votre dignité, votre valeur et votre voix. Il s'agit de montrer au monde que personne ne peut définir votre valeur, sauf vous. Si le parcours de Naldi vous a inspiré, s'il vous a fait croire en votre propre pouvoir, ne gardez pas cette histoire pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Chaque fille, chaque personne confrontée à des difficultés, mérite de savoir qu'elle aussi peut surmonter les obstacles. N'oubliez pas, en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant à la chaîne, vous nous aidez à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre des histoires comme celle-ci. Des histoires qui peuvent changer des vies. Merci d'avoir regardé, et de nous soutenir dans la diffusion de l'espoir, de la force et de l'autonomisation dans le monde. Restez forts, et rappelez-vous toujours, le soleil peut se coucher, mais il se lèvera à nouveau.